Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je suis Eliane Toin, je suis agente de liaison et de développement à Réseau Réussite Montréal, puis je suis aussi récemment doctorante en psychoéducation. C'est moi ce matin qui va animer le webinaire sur les activités parascolaires. Puis je dois dire que je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin parce que dans le cadre de ma formation à l'université, c'est un sujet que j'ai étudié, les activités parascolaires, plus précisément en lien avec la prévention du décrochage. Donc, je suis très contente d'être parmi vous ce matin et de vous souhaiter la bienvenue au nom de toute l'équipe de Réseau Réussite Montréal. On a eu 317 inscriptions. C'est un haut taux de participation. On vous remercie, là, surtout en termes, en contexte de rentrée scolaire. Là, on sait que vous êtes probablement très sollicités, très occupés. Donc, on est particulièrement reconnaissant que vous soyez parmi vous ce matin. Puis, vous pouvez être assurés, nos présentatrices, notre présentateur vont vous offrir des contenus qui risquent d'être très intéressants pour vous, notamment pour alimenter vos pistes de réflexion sur les activités parascolaires, puis des bonnes pratiques à mettre en place pour s'assurer qu'elles soient le plus bénéfiques possible pour les jeunes auprès desquels vous intervenez, là, dans les jeunes qui sont dans vos écoles. Les activités parascolaires, on sait en général que c'est des contextes positifs pour les jeunes, que ça s'associe à plein de bienfaits sur le développement. Ce qui est un peu moins clair ou ce qui est un peu moins bien connu, c'est que ça n'a pas d'effet magique ou d'effet garanti. Pour être sûr que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait certaines conditions qui soient mises en place. Puis, c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui avec nos expertes et notre expert. Plus précisément, en fait, on va voir au début les fondements de la recherche. Donc, c'est quoi les grandes lignes qu'on connaît sur les activités parascolaires. Puis ensuite de ça, on va s'intéresser aux bonnes pratiques pour s'assurer que les activités parascolaires soient le plus accessibles possible, qu'elles soient le plus stimulantes possible pour les jeunes, puis qu'elles soient le plus bénéfiques en termes de réussite éducative et de persévérance scolaire. Donc, c'est ce qu'on va voir avec nos conférencières. Puis, il y a eu un nouvel ajout. Je ne sais pas si vous étiez au courant, là, si vous avez pu le voir dans les courriels qui ont passé, mais on a un invité de marque, on a Adrien Parizeau qui va discuter avec nous. Adrien Parizeau est directeur à l'organisme Fusion Jeunesse qui unit des étudiants universitaires avec des jeunes du secondaire pour offrir une vaste gamme d'activités parascolaires. On va pouvoir parler avec lui et avoir une vision un peu plus terrain des activités, puis qu'on est bien chanceux de l'avoir parmi nous. Puis, c'est ça, avant de vous présenter les conférenciers, on aurait un petit sondage à vous faire remplir. Il va être devant vous dans quelques instants. En fait, ça va être de vous replonger dans votre adolescence pour voir si vous, dans le cadre de votre secondaire, vous avez participé à des activités parascolaires et si oui, quel type d'activités parascolaires. Donc, il devrait apparaître sous peu. Donc, je vous invite à le remplir, puis dans à peu près trentaine, une minute, trentaine de secondes, une minute, on va revenir ensemble là-dessus. OK, donc je vois qu'il y a quand même plusieurs personnes qui ont participé à des activités parascolaires. On a plusieurs sportifs, sportifs dans la salle. C'est pas mal qu'est-ce qui correspond à ce qu'on voit auprès des jeunes aussi. Merci d'être prêtés au jeu. Là, maintenant, j'ai une deuxième question pour vous. Là, ça va être plus par rapport aux effets que vous avez vus de la participation aux activités parascolaires chez vous quand vous y participiez durant votre adolescence, pendant vos études secondaires. Merci de vos réponses. Là, je vois que c'est plus partagé. Euh, ouais, c'est vraiment partagé. Il y en a plusieurs qui répondent sur leur bien-être psychologique, plusieurs d'autres aussi d'autres personnes participants qui parlent d'une meilleure appréciation de l'école, se faire des amis aussi. La moitié des personnes ont mentionné ça. Donc, je vous remercie pour vos réponses. C'est intéressant. Ça met la table pour ce qui vient par la suite. Puis maintenant, ça va être le moment de laisser la place à nos conférenciers, à nos conférencières, à nos experts. Pour commencer, on va avoir Anne-Sophie Deneau, qui est professeure titulaire dans le programme de psychoéducation à l'Université Laval. Puis Anne-Sophie est également membre du groupe de recherche sur l'inadaptation psychosociale chez l'enfant. On va commencer avec elle. Ensuite, on va avoir Marie-Maud Dubuc, qui, elle, est professeure adjointe au département des sciences de l'activité physique à l'UQAM. Puis on va finir avec Adrien Parizeau, que je vous ai présenté tout à l'heure. Puis son poste plus spécifique, c'est directeur partenariat, stratégie, affaires publiques et institutionnelles chez Fusion de Jeunesse. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Anne-Sophie qui peut allumer sa caméra. Merci, Anne-Sophie.
Ça me fait plaisir. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler des activités parascolaires, qui est mon thème de recherche là, depuis de plusieurs années. Et je suis contente de faire du transfert de connaissances aujourd'hui avec vous là, vers les milieux scolaires et communautaires. Donc, merci à Réseau Réussite Montréal là, pour cette belle opportunité. Alors, je vais partager mon écran, ma présentation. Alors voilà, je pourrais vous en parler de long, en long et en large, mais j'ai seulement 15 minutes, donc on va y aller vraiment à l'essentiel. Alors, pour commencer, est-ce que c'est vrai que c'est bon les activités parascolaires pour les adolescents? Alors, c'est sûr que la réponse consensuelle, c'est oui. Il y a plusieurs études qui démontrent que c'est lié à une diminution des problèmes extériorisés comme la délinquance, puis une diminution des problèmes intériorisés comme les symptômes dépressifs. C'est aussi lié à des indicateurs positifs comme une meilleure persévérance scolaire, puis meilleure réussite scolaire. Sauf qu'il faut faire attention, il y a des nuances à apporter quand même importantes. Premièrement, mais les effets dépendent du type d'activité. Par exemple, alors que les arts puis les clubs de jeunes, c'est souvent associé à une diminution de la consommation d'alcool chez les élèves du secondaire, mais participer à des sports d'équipe, c'est lié à une augmentation de la consommation d'alcool. Alors, il faut faire attention par rapport à ça. Il y a aussi une question de dosage. Donc, c'est sûr que plus les adolescents participent de façon intense, diversifiée et sur une longue période, les effets vont être plus importants. Il y a aussi la notion de qualité des activités. On va y revenir tantôt, mais ça a été quand même peu étudié dans les écrits scientifiques. Là, c'est une limite. Et finalement, il faut savoir qu'il y a des effets de sélection importants à la participation. Habituellement, c'est des jeunes bien adaptés qui viennent de familles plutôt favorisées qui vont s'impliquer. Donc, est-ce que c'est vraiment la participation qui fait une différence ou il était déjà sur une belle trajectoire? Donc, ça reste à déterminer. Pour ce qui est des élèves qui sont plus de familles défavorisées ou qui ont des problèmes d'adaptation, ce que la recherche dit, c'est qu'ils sont moins susceptibles de participer, mais une fois qu'ils participent, c'est eux qui en retireraient le plus de bénéfices. Donc, ici, on peut parler d'un espèce d'effet de compensation, dans le sens où ces activités-là peuvent venir compenser pour des opportunités de développement auxquelles ils n'ont pas vraiment accès dans d'autres contextes de vie, par exemple à la maison. Maintenant, au-delà de savoir si c'est bon, c'est important de comprendre pourquoi c'est bon les activités parascolaires. Donc, il y en a peut-être qui peuvent penser que c'est une distraction, une perte de temps, mais au contraire, il faut voir ça comme une belle opportunité de s'investir à l'école ou dans la communauté. Donc, les activités parascolaires, c'est des activités qui sont volontaires. Donc, c'est les adolescents qui décident parce qu'ils veulent développer des intérêts, puis même parfois une passion à l'école, c'est-à-dire en dehors des heures de classe, mais à l'intérieur des murs de l'école. Donc, c'est sûr que ça vient favoriser le sentiment d'appartenance. Aussi, c'est un contexte qui est social. Donc, les adolescents vont se faire des amis, ils vont connaître des animateurs avec qui ils peuvent développer des liens significatifs. Donc, par exemple, avec des enseignants, ils pourraient développer des relations plus privilégiées dans le cadre des activités. Ça met aussi l'accent sur le développement d'habiletés, oui, spécifiques à l'activité, mais aussi des habiletés qui peuvent se transférer à la classe. On peut penser aussi, ici à travail en équipe, organisation, résolution de problèmes, par exemple. Il y a aussi des modèles théoriques qui ont été développés pour expliquer les effets de la participation. Donc, je vais en présenter deux un petit peu plus en détail. Alors, le premier, c'est le modèle des 5 Cs. Donc, selon ce modèle-là, les activités parascolaires, c'est une ressource très importante dans l'environnement pour pouvoir favoriser le développement des 5 Cs. C'est quoi ces 5 Cs-là? C'est la compétence dans différents domaines, la confiance en soi, le caractère, ici, c'est plus dans le sens du développement moral, la connexion aux autres et aux institutions et aussi la compassion. Donc, les activités font en sorte que les adolescents développent ces compétences-là ou ces Cs-là et ça fait en sorte que ça augmente la contribution à eux-mêmes puis à la société, par exemple en devenant de meilleurs citoyens et ça fait en sorte aussi qu'ils sont moins susceptibles de développer des problèmes de comportement. Le modèle, c'est sûr qu'il y a d'autres ressources de l'environnement dans ce modèle-là, mais les activités parascolaires ont vraiment une place centrale. Alors, c'est comme ça qu'on explique pourquoi les activités pourraient avoir un impact sur le développement. L'autre théorie, c'est plus axé sur la motivation. Donc, les activités parascolaires, ça permettrait aux adolescents de répondre à leurs 3 besoins psychologiques fondamentaux de tous les humains, de toute façon, qui sont l'autonomie, la compétence et l'affiliation sociale. Et ça ferait en sorte que les adolescents développeraient une motivation autodéterminée envers l'activité, mais aussi par effet de transfert envers l'école. Donc, c'est comme ça qu'on explique les effets liés à la participation.
Et on va aller voir un petit peu plus en détail ces besoins-là pour que vous ayez comme une meilleure idée de à quoi ils réfèrent. Alors, l'autonomie, c'est le besoin d'expérimenter ses propres choix, de se sentir initiateur de ses actions, d'exercer un pouvoir sur ce qu'on fait. La compétence, c'est le besoin de se sentir efficace, en mesure de difficulté. L'affiliation sociale, on est plus dans le besoin de se sentir en relation avec des personnes puis appartenir à un groupe social. Donc, ça, c'est les besoins psychologiques fondamentaux qui doivent être répondus pour pouvoir développer une motivation autodéterminée envers ce qu'on fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est quand on fait des choses vraiment par pur plaisir, par intérêt, pour répondre à nos buts ou selon nos valeurs. Donc, par exemple, un adolescent pourrait décider de participer à des activités parascolaires parce que selon lui, c'est une bonne façon d'aller développer d'autres aspects de sa personne que les autres contextes ne lui permettent pas de faire. Donc, ça serait lié au but. Puis, qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la motivation autodéterminée, il y a vraiment plusieurs études qui démontrent que c'est lié à une meilleure réussite éducative et aussi à un meilleur bien-être psychologique. Alors, maintenant qu'on sait, qu'on comprend mieux pourquoi les activités peuvent avoir des effets, on va aller voir comment concrètement on peut mettre en place des choses qui vont permettre d'aller répondre aux besoins psychologiques. Donc, ici, je vais continuer la présentation plus en lien avec la théorie de l'autodétermination. Donc, comment est-ce qu'on peut favoriser le besoin d'autonomie? Dans les activités, c'est par exemple de donner le plus de choix possible aux adolescents. Est-ce qu'ils peuvent choisir la chorégraphie, la routine d'entraînement ou la pièce de théâtre, par exemple? Laisser de la place à leurs idées et aussi les encourager à poser des questions. Donc, plus concrètement, oui, c'est important de planifier l'activité parascolaire, mais on peut aussi laisser de la place pour recevoir les idées des adolescents. Pour la compétence, on peut leur donner des défis qui sont adaptés à leurs compétences. On peut leur donner de la rétroaction aussi positive régulièrement et leur faire vivre des succès à l'intérieur de l'activité. Alors, comment on peut faire ça plus concrètement? Par exemple, on peut augmenter le niveau de responsabilité au cours de la séance, de la session, si on veut, de l'activité. On peut aussi essayer de prévoir des mini-bilans sur les forces et les défis des adolescents pour leur donner une rétroaction. Et aussi, si c'est possible de planifier un événement grand public, ça les rend vraiment fiers, ça leur fait vivre beaucoup de succès. Puis finalement, pour l'affiliation sociale, c'est plus l'animateur qui a un rôle clé ici. Donc, développer un lien de confiance, de soutien, les faire sentir importants. Donc, vous en êtes sûrement déjà rendu compte, les adolescents sont hyper centrés sur eux-mêmes, ils ont besoin de se sentir uniques. C'est normal, ça fait vraiment partie de leur développement, donc c'est important de le faire. Et finalement, assurer une dynamique qui est inclusive et positive. Donc, comment faire ça? Bien, par exemple, créer une page Facebook de l'activité parascolaire ou faire des sorties informelles, par exemple une sortie de groupe ou un pique-nique ou n'importe quoi en dehors de l'activité, mais qui fait qu'on s'attache au groupe. Donc, voilà, c'est des idées. Il y en a plusieurs autres, ça dépend de vos ressources, mais quand même, ça vous donne des idées de comment essayer de répondre aux besoins psychologiques des adolescents dans les activités. Donc, maintenant, peut-être que vous dites, ouais, c'est bien beau tout ça, mais comment on peut faire ça concrètement? Donc, ici, je voulais juste vous présenter un modèle logique qui vous permet de planifier vos activités là, en début d'année, par exemple. Donc, premièrement, une première question à aller se poser, c'est qui la clientèle qu'on veut aller chercher? Est-ce que c'est tous les adolescents ou on a des critères de sélection? Si on a des critères de sélection, c'est quoi puis pourquoi qu'on les met? Est-ce qu'on va aller chercher des groupes plus marginalisés? Si oui, bien là, c'est sûr que pour les recruter, il faut faire des efforts supplémentaires. Par exemple, avec le technicien loisirs, il peut nous aider à les recruter. On peut aller leur demander aussi ou faire des tournées de classe, d'adaptation scolaire, par exemple. Comment aussi favoriser leur inscription? Donc, est-ce qu'on met des frais? On n'en met pas, on les module selon le revenu. Donc, c'est toutes des choses à se questionner là, par rapport à la clientèle qu'on veut aller chercher. Il y a aussi les objectifs. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Est-ce qu'on veut des objectifs plus de performance ou plus de développement global? Donc là, on ne mettra pas le même type d'activité. Est-ce qu'on veut des habiletés spécifiques ou des habiletés plus transférables à d'autres contextes? Donc là aussi, on n'est pas dans les mêmes objectifs. Est-ce qu'on veut des objectifs simples, par exemple, juste occuper leur temps libre, ou plus complexes, par exemple, augmenter leur bien-être? Donc ça, c'est des questions importantes là, pour savoir quelle activité on va mettre en place. Donc, par rapport aux activités, bien là, c'est sûr, il faut qu'ils soient en lien avec les objectifs que vous voulez cibler.
Il faut qu'il soit planifié pour permettre de répondre aux besoins psychologiques des adolescents. Et je voulais vous donner un exemple, par exemple, d'un club de jeux vidéo. Si une école qui, par exemple, voudrait aller chercher des clientèles plus marginalisées, décide d'ouvrir un club de jeux vidéo, bien, l'animateur pourrait soit axer son activité sur le développement des habiletés du jeu. Donc, pendant toute l'activité, les adolescents jouent à des jeux, puis ils se regardent, puis ils apprennent. Ou un objectif plus complexe en intercalant dans ces séances-là des séances sur les habiletés de vie plus générales qui sont parfois moins présentes chez les adolescents joueurs, par exemple l'activité physique. Donc, oui, il va y avoir des séances sur le jeu, mais aussi des séances plus sur des habitudes de vie équilibrées qui feraient en sorte qu'ils seraient capables d'aller chercher un objectif un petit peu plus complexe. Maintenant, il y a les ressources aussi qu'il faut bien planifier, donc l'embauche, la formation des animateurs. Si vous avez des clientèles à risque, puis des intervenants psychosociaux dans vos milieux, est-ce qu'on peut essayer d'intégrer les intervenants dans l'activité? Et aussi les ressources financières et matérielles. Juste un petit mot sur les locaux. Peut-être que ça ne tente pas tout le temps aux adolescents de passer leur heure du midi dans une classe. Donc, peut-être penser à des locaux un petit peu plus conviviaux là, pour les activités parascolaires. Et finalement, mais les résultats visés. Est-ce que c'est en lien avec les objectifs? Ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais peut-être minimalement faire un retour à la fin de l'année sur l'activité. C'est quoi les bons coups, les moins bons coups avec les animateurs, les jeunes pour l'améliorer l'année suivante. Donc, ça peut paraître lourd d'un premier coup d'œil comme ça, mais cet exercice-là peut vraiment permettre d'améliorer le recrutement des adolescents, surtout ceux qui sont plus difficilement rejoignables, puis la qualité de leurs expériences dans leurs activités. Donc, ce n'est pas besoin que ce soit bien compliqué, mais il faut que ce soit logique. Puis, comme Eliane l'a dit, les activités parascolaires, ce n'est pas un remède miracle. Il ne suffit pas de les mettre à l'horaire pour penser que ça a des effets. Il faut minimalement les penser puis les planifier. Donc, pour que tout ça puisse se mettre en place, vous vous doutez bien que plusieurs acteurs doivent être de la partie. Si on pense aux écoles, donc les directions, les techniciens en loisirs, les animateurs, les élèves, etc. Donc, ici, j'avais mis une étoile. Ah oui, c'était pour dire le truc sur le remède miracle. C'est un petit truc pour me souvenir. Donc, les informations que je vais présenter ici sont tirées d'un guide qu'on a publié en ligne en 2019 sur les meilleures pratiques en matière d'activité parascolaire qui a été fait en collaboration avec le CETREC. Vous allez avoir le lien de ce guide-là dans les ressources du webinaire. Donc, vous allez pouvoir aller le consulter le plus en détail. Mais en fait, c'est des idées de pratiques organisationnelles qui visent à favoriser l'inclusion et aussi un minimum de qualité dans les activités parascolaires et pour différents paliers. Là, je ne les ai pas toutes mis, mais il y a même les paliers gouvernementaux, les paliers de l'école et tout ça. Donc, par exemple, une vision des activités, des modèles de gestion où c'est inclusif. Donc, tous les élèves sont diffuser le message que tous les élèves sont les bienvenus. Aussi, pour les écoles qui ont, par exemple, des concentrations, réfléchir au fait que de rendre l'équipement quand même disponible aux autres élèves qui ne sont pas dans les concentrations. Ça peut être quelque chose d'important. Pour les ressources, bien sûr, pour les élèves moins favorisés, est-ce qu'on peut les aider à défrayer les coûts des activités? Ça, j'en ai parlé tantôt. Pour le soutien aux animateurs, c'est super important. Donc, leur manifester du soutien et de l'appréciation. Donc, ce n'est pas souvent des choses qu'on fait. On prend ça un petit peu pour acquis, mais ils ont vraiment un rôle important à jouer auprès des adolescents. Comme je l'ai dit tantôt, c'est l'élément clé des activités, c'est souvent l'animateur. Donc, les rémunérer convenablement, les soutenir dans la mise en place d'un modèle logique de leur activité. Si vous allez vers cette direction-là, ils vont peut-être avoir besoin d'avoir du soutien et aussi offrir de la rétroaction et du développement professionnel quand c'est possible. Enfin, pour l'offre, donc offrir une programmation variée, mais aussi ciblée sur les intérêts des élèves. Vous pourriez faire des sondages pour savoir quelles activités que les élèves aimeraient avoir qui ne sont pas encore disponibles dans vos milieux. Aussi, comme je l'ai mentionné, s'enquérir auprès des élèves pour améliorer les activités existantes et promouvoir activement les inscriptions. Des fois, on fait juste ouvrir les inscriptions, mais on ne fait pas d'autres démarches. C'est important d'aller voir les élèves, surtout, comme je disais tantôt, dans les classes d'adaptation scolaire pour promouvoir un peu puis favoriser leur inscription. Puis aussi, par rapport aux critères de sélection et de rétention, c'est sûr que idéalement, on essaie de ne pas en mettre des critères, des politiques comme nos passes, nos play, par exemple. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on enlève à l'élève ou à l'adolescent la seule chose qui le motive à aller à l'école,
Donc, on serait peut-être mieux de se tourner vers d'autres façons de faire, par exemple, offrir des alternatives comme du mentorat ou de la récupération, là, plutôt que de l'exclure de l'activité. Donc voilà, ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes, puis aussi que ça va vous permettre d'approfondir vos réflexions là, par rapport aux activités parascolaires chez les adolescents. Merci. Merci beaucoup, Anne-Sophie. En effet, là, c'est d'avoir abordé les fondements essentiels qui doivent guider nos actions en matière d'activités parascolaires. C'était très concret. Je te remercie. Pour la prochaine présentation, on va passer à Marie-Maude Dubuc, mais juste avant, il y a quelques éléments que j'ai oublié de vous mentionner. J'ai vu des questions dans le forum de discussion, mais juste spécifier que le webinaire est enregistré et que le lien de diffusion va vous être envoyé, tout comme les présentations de nos conférencières. Puis également, il y a une période de questions qui va se dérouler à la fin du webinaire. Donc, on vous invite à poser vos questions au fur et à mesure dans l'onglet Q&R, la fonctionnalité QER de Zoom. Puis, on a des agents qui compilent vos questions et qui vont pouvoir les poser à la fin du webinaire. Mais maintenant, sans plus tarder, je laisse la place à Marie-Maude Dubuc, qui, elle, va plus se concentrer sur les activités sportives. Donc, je te laisse la parole. Puis, merci encore une fois d'être présente. Super. Merci beaucoup, Eliane. Merci pour l'opportunité de venir vous présenter quelques résultats de travaux ce matin qui, je crois, sont dans la thématique. Donc, moi, je suis professeure au département des sciences de l'activité physique de l'UQAM et bien sûr, par mon travail, moi, je vais concentrer la présentation d'aujourd'hui beaucoup plus sur la pratique d'activité physique en contexte scolaire. C'est ce dans quoi je me spécialise. Puis, je pense que c'est un gros morceau aussi des activités parascolaires à l'école. Ce n'est clairement pas le seul, mais c'est un morceau qui est quand même important et je voulais vous donner des pistes d'action sur comment avoir des pratiques gagnantes finalement dans les écoles pour faire bouger ou pour rendre physiquement actifs nos adolescents. Donc, dans un premier temps, ce que je voulais vous parler de l'influence que ça peut avoir sur le rendement scolaire. C'est dans la thématique du jour. Donc, il y a quelques années, on a fait une étude sur les différents facteurs qui influencent le rendement scolaire. Puis, on savait déjà, dans la littérature, là, on sait qu'il y a une tonne de facteurs qui peuvent influencer le rendement scolaire. Et je vous en ai illustré quelques-uns ici qu'on a décidé de mesurer parce que ce qu'on voulait savoir, c'est quels sont les facteurs qui peut-être se démarquent un petit peu plus des autres pour leur influence sur le rendement scolaire des jeunes. Donc, par rendement scolaire, j'entends vraiment leurs notes dans leur bulletin à l'école. Ce n'est pas la seule mesure du rendement scolaire qui existe, mais c'est celle qu'on a utilisée. Alors, on a mesuré des fonctions cognitives, des facteurs physiques, des facteurs sociodémographiques aussi. On a noté leurs habitudes de vie, différents facteurs psychologiques. Et on a fait ça sur 205 jeunes de Montréal qui étaient en première, deuxième, troisième, secondaire et on les a suivis pendant 3 ans pour, comme je vous disais, essayer de voir qu'est-ce qui a le plus d'impact là-dedans chez eux. Ce qu'on a remarqué, en fait, c'est que ça variait chez les filles et chez les garçons. Et chez les filles, les facteurs qui sortaient du lot, c'était le fait de passer moins de temps de loisirs devant un écran, d'avoir de meilleures habitudes de sommeil et une meilleure condition physique. C'est ce qui est prédisposé à avoir de meilleurs résultats scolaires. Chez les garçons, ce qu'on a observé, c'est de faire partie d'une des équipes sportives de l'école, d'avoir une motivation vers les études. Donc, on peut penser au sentiment d'appartenance. Anne-Sophie parlait un peu plus tôt du transfert de la motivation. Donc, on est motivé d'aller à l'école pour l'équipe dans laquelle on participe et ça se transfère sur notre motivation envers nos études. Leur mémoire de travail aussi, je vais en parler moins aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet, mais le fait de participer moins, de participer moins à des jeux vidéo faisait qu'il y avait de meilleurs rendements scolaires et le fait d'avoir une meilleure condition physique. Donc, ce que je voulais vous montrer avec ça aujourd'hui, ce n'est pas d'aller point par point sur chacun de ces éléments-là, mais plus d'avoir une idée globale comme quoi le fait d'avoir de façon générale de saines habitudes de vie, de participer dans des activités à l'école, tout ça, ce sont des facteurs très importants, très déterminants du rendement scolaire d'un jeune. Ce ne sont pas les seuls, il y en a d'autres, on s'entend, mais ce sont des facteurs qu'il faut considérer quand on veut améliorer la réussite scolaire de nos adolescents. Et comme on parle de saines habitudes de vie, bien, je voulais vous amener sur un état de la situation chez les adolescents à Montréal actuellement. Donc, les dernières données, en fait, avant de vous présenter les dernières données, peut-être vous faire un petit rappel des recommandations en matière de mouvement sur 24 heures. Donc, les recommandations canadiennes nous disent que les adolescents devraient être actifs, faire de la pratique d'activité physique
au moins 1 heure par jour, à chaque jour. Une activité physique d'intensité moyenne à élevée, donc qui permet de suer. Ils devraient aussi avoir des activités légères le plus possible dans leur journée, donc ne pas être assis tout le reste de la journée parce qu'on a fait notre 1 heure d'activité physique. Ils devraient dormir suffisamment de façon ininterrompue. On parle de entre 8 et 11 heures selon l'âge des jeunes. Et ils devraient utiliser le temps écran pour se divertir moins de 2 heures par jour. Donc ça, ce sont les recommandations actuelles chez les adolescents. Et ce qu'on observe à Montréal, on a questionné près de 3000 jeunes en décembre 2020. Petite mise en contexte, on était quand même dans un bout de la pandémie important en décembre 2020, c'était la deuxième vague qui arrivait. Donc, c'est sûr que ça peut avoir un impact, mais on s'est rendu compte qu'à Montréal, il y avait seulement 18 % des jeunes qui respectaient la recommandation d'activité physique. Et ce qui nous inquiétait plus encore, c'est ce que vous pouvez voir juste en bas, c'est que 38 % des jeunes sur les 3000 sondés pratiquaient moins de 20 minutes d'activité physique par jour. Donc, on est très, très loin de la recommandation. Ce n'est pas seulement quelques petites minutes qui manquent. Quand on pense au temps de loisir devant un écran, on exclut tout ce qui est temps pour réaliser des travaux scolaires ou en classe à l'école pour travailler sur différentes notions. Donc, on parle vraiment de temps pour se divertir. Et on avait seulement 28 % des jeunes qui respectaient la recommandation de passer moins de 2 heures par jour sur les écrans. Et on avait même 37 % des adolescents et adolescentes montréalais, qui dépassaient le 4 heures par jour. Donc, c'est énorme le temps de loisir qui était devant un écran. C'est sûr qu'il y a un contexte avec ça, mais les données post-pandémiques semblent s'aligner dans la même veine. Et au niveau du sommeil, ce qu'on observe, c'est que seulement 19 % des adolescents dormaient suffisamment par nuit de sommeil et que 47 % d'entre eux affirmaient avoir une mauvaise qualité de sommeil. Donc, les saines habitudes de vie en ce moment chez les adolescents sont loin d'être là où on le souhaiterait. Puis, ce qu'on a observé sur les effets de la pandémie, entre autres, c'est qu'avant la pandémie, on savait qu'il y avait environ 15 % des jeunes qui respectaient les 3 recommandations mises ensemble. Donc, qui avaient autant une pratique d'activité physique suffisante, pas trop de temps devant les écrans, une bonne qualité de sommeil, une bonne durée de sommeil. Et en décembre 2020, quand on a fait cette étude-là, il y avait seulement 1 % des adolescents montréalais qui respectaient les 3 recommandations. Donc, je pense sur le lot des 3000 jeunes, il y en avait 6 environ. Donc, ça vous donne une idée d'où est-ce qu'on se situe. Et pire encore, je pense, comme situation, c'est qu'on avait un élève sur 2 qui n'en respectait aucune des 3. Donc, ni le temps écran, ni la pratique d'activité physique, ni le sommeil pour 50 % des jeunes. Ce qui nous amène à dire qu'il faut intervenir dans les écoles, et c'est là où je veux faire le lien avec le parascolaire, parce que je pense que ça a une place. Ce n'est pas le seul endroit, loin de là, où il faut intervenir pour les saines habitudes de vie. Mais je pense que quand on pense à l'aspect activité physique, ça peut entrer dans le parascolaire et tous les autres types de parascolaires, que ce soit culturel, scientifique ou autre. Mais le temps que l'élève passe là à se découvrir une passion, il n'est pas en train d'être sur un écran assis et sédentaire. Il est en train d'être stimulé, de découvrir autre chose qui va peut-être l'amener à passer d'autres temps dans sa semaine sur ces activités-là aussi. Donc, le parascolaire est très important en lien avec les habitudes de vie, je crois. Les écoles sont vraiment le lieu privilégié. On a accès aux jeunes, on a accès à des équipements, des installations, du personnel. Par contre, ce qu'on observe, puis je suis contente qu'Anne-Sophie ait soulevé le point d'impliquer les jeunes dans les choix, mais ce qu'on observe au niveau de l'activité physique, c'est qu'au secondaire, il y a un écart important entre ce que les jeunes souhaiteraient faire et l'offre qui leur est proposée. Et on se rend compte que les jeunes, en fait, leur intérêt est rarement considéré, sont rarement sondés dans ces processus-là pour établir l'offre de l'école en matière de parascolaire en activité physique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé les sonder, les jeunes, directement, et on leur a demandé, en fait, on a pris un pouls de la situation en lien avec leur pratique d'activité physique en contexte scolaire, puis on leur a demandé qu'est-ce qu'ils souhaiteraient qu'on mette en place dans leurs écoles pour qu'ils participent davantage. Alors, on a sondé près de 2700 jeunes qui provenaient de 17 écoles secondaires de la région de Montréal, dans les 3 centres de services scolaires et les 2 commissions scolaires anglophones, pour avoir un portrait de la situation. Et j'aimerais vous le présenter aujourd'hui parce que ça nous amène à plusieurs pistes d'action. La façon que je vous le présente, je pense que c'est la façon dont on réfléchit un peu les activités parascolaires. Des fois, c'est quand on réfléchit en fonction de la clientèle qu'on veut aller chercher. Eh bien, nous, pour les activités physiques, la première question qu'on leur demandait, c'est de façon générale, quel est ton niveau d'intérêt pour la pratique d'activité physique?
Et ce que je vous propose pour les prochaines diapositives, c'est de voir de façon, en orange, on a séparé les élèves qui nous disaient qu'il y avait moins d'intérêt pour la pratique d'activité physique. En jaune, ceux qui étaient mitigés, qui étaient moyennement intéressés. Et en turquoise, vous avez les jeunes qui avaient beaucoup d'intérêt. Et les réponses obtenues diffèrent en fonction de leur niveau d'intérêt. Donc, c'est sans surprise qu'ils n'ont pas les mêmes besoins pour la pratique d'activité physique. Alors, ce qu'on peut observer dans un premier temps, ce premier tableau-là nous montre que les élèves qui ont moins d'intérêt, si on regarde la composition des groupes en termes de genre des élèves, bien, ils sont composés davantage de filles, davantage de jeunes de diverses identités de genre que le groupe en turquoise qui démontre beaucoup d'intérêt pour la pratique d'activité physique. Et on se rend compte aussi qu'il y a plus d'élèves à besoins particuliers dans les groupes qui ont moins d'intérêt pour la pratique d'activité physique. Donc, quand on veut cibler des jeunes, c'est quelque chose à considérer aussi. On leur a demandé leur intérêt par rapport aux activités qui sont proposées dans leurs cours d'éducation physique et à la santé dans un premier temps, et également en lien avec les activités extracurriculaires ou parascolaires qu'on pourrait dire qui sont proposées à l'école. Puis, on se rend compte que les jeunes qui ont moins d'intérêt, c'est sans grande surprise, ont très peu d'intérêt pour ce qui leur est proposé à l'intérieur des cours d'éducation physique ou dans les activités parascolaires. Donc, on a du chemin à faire si on va aller chercher ces élèves-là qui en pratiquent moins. On a voulu savoir, est-ce que vous préférez des activités physiques qui sont libres ou organisées? Donc, libre, c'est qu'il peut y avoir du matériel, il peut y avoir... mais en fait, le libre total serait de dire on va jouer au parc avec mes amis et je fais ce que je veux au parc. Dans un contexte scolaire, comme il y a toujours un superviseur ou un intervenant qui est là pour superviser, le libre total n'existe pas. Mais si on se dirige vers le plus libre possible, c'est de dire que les jeunes décident ce qu'ils font. Il n'y a pas nécessairement de partie, d'entraînement, d'exercice spécifique. Ils s'amusent. Il y a une certaine notion de sécurité qui doit être prise en compte. Ils ne prennent pas tout le matériel possible, tout le monde en même temps, mais on s'en va vers le plus libre possible. Et organisé, bien, à l'inverse, on est dans les tournois, les parties, que ça prend une inscription, qu'il faut. Donc, ça, c'est les deux opposés. On peut jouer un petit peu là-dedans. Ce qu'on observe, c'est que les jeunes en orange qui ont moins d'intérêt pour la pratique d'activité physique sont plus nombreux à nous dire qu'ils préfèrent des activités qui sont libres. Alors qu'en turquoise, si on observe les élèves qui ont beaucoup d'intérêt, bien, eux nous disent qu'ils aiment autant les deux. Donc, ils ont de l'intérêt, peu importe ce que tu leur proposes, ils vont être intéressés. Au niveau des activités récréatives et compétitives, bien, on a fait le même exercice. Et encore une fois, on voit que les élèves qui ont moins d'intérêt préfèrent des activités qui sont plus récréatives. Alors que les élèves qui ont plus d'intérêt, il y en a 39 % qui aiment autant les deux, mais il y en a aussi 39 % qui préfèrent les activités physiques qui sont compétitives. Donc, dans une offre où on réfléchit au parascolaire, c'est sûr que les deux sont à tenir en compte parce que ça répond à des clientèles qui sont différentes. Mais c'est important, si on veut aller chercher des jeunes qui en font moins, qui ont moins d'intérêt naturel pour ça, bien, le récréatif et le libre sont vraiment à considérer. On leur a demandé qu'est-ce qui fait en sorte que ça facilite ou que ça les motive à pratiquer de l'activité physique. Et l'aspect social revient pour beaucoup d'entre eux. Donc, on voit dans les 3 catégories que c'est dans les top 2 des facteurs facilitants. Même chose pour l'amélioration de la condition physique. Donc, important, peu importe le niveau d'intérêt du jeune. Mais ce qui est peut-être plus intéressant, ou là, je voulais vous amener, c'est que pour les jeunes qui ont moins d'intérêt, il est question de maintien et de perte de poids. Donc, on a des facteurs qui sont extrinsèques, des motivations qui sont extrinsèques à leur pratique d'activité physique, alors que le troisième facteur, si je vais du côté turquoise, c'est le plaisir que j'en retire. Et idéalement, ce serait d'essayer d'avoir une offre qui met de l'avant ce plaisir-là, parce que c'est vraiment ce qui va faire en sorte qu'on va en pratiquer par nous-mêmes par la suite. Anne-Sophie parlait de l'autodétermination tantôt, mais d'avoir du plaisir ou de le faire parce que ça nous plaît, c'est un facteur ultra important dans le maintien de cette habitude-là. Si on le fait toujours pour un objectif de maintien ou de perte de poids, bien, c'est là où on a des déceptions, où ça ne fonctionne pas comme on veut, où on perd notre motivation et on arrête de pratiquer. Donc, ça, c'est à tenir en compte pour l'instant, comment ça se passe pour les facteurs facilitants. Quand on pense aux obstacles, bien, sans grande surprise, le manque de motivation chez les gens qui ont moins d'intérêt est très, très présent. Alors que du côté des gens qui ont plus d'intérêt, ils nous parlent de manque de temps, utilisation des écrans. Par contre, il y a un facteur qui, je trouve, très, très intéressant. Et si on regarde dans la colonne orange, le troisième, donc les activités physiques offertes ne m'intéressent pas. Donc, les activités, l'offre actuelle ne correspond pas à mes besoins. Et ça, c'est surtout chez les élèves qui ont
moins d'intérêt pour la pratique d'activité physique. Donc, ça nous amène à réfléchir un peu à l'offre, à ce qu'on propose pour être sûr de couvrir l'ensemble de nos jeunes. On leur a demandé aussi quels étaient leurs principaux besoins reliés au milieu scolaire. Donc, partout, ce qui revient, peu importe leur niveau d'intérêt, ce sont les 5 mêmes besoins dans un ordre qui peut être différent, mais l'idée, c'est d'augmenter et de diversifier l'offre d'activité physique. C'est ce qui revient beaucoup. D'augmenter le temps alloué au cours d'éducation physique et à la santé, ça, c'est moins du ressort du webinaire d'aujourd'hui. Mais de proposer des sorties visant la pratique d'activité physique aussi, ça revient beaucoup. Donc, si on pense juste à augmenter, diversifier l'offre, proposer des sorties visant la pratique d'activité physique, ça, c'est vraiment des besoins qui sont nommés par nos jeunes actuellement. On est allé un peu plus loin, on a fait des groupes de discussion. Donc, je vous ai présenté les résultats d'un questionnaire, mais on est allé savoir c'est quoi vraiment les solutions et pourquoi. Donc, augmenter et diversifier l'offre d'activité physique, c'est la solution qui a été nommée par tout le monde, filles et garçons, premier cycle, deuxième cycle. Donc, l'idée est très simple, la façon dont les élèves le justifient est très simple, c'est que s'il y en a plus, s'il y a une plus grande diversité, bien, on a plus de chances de découvrir un nouveau sport ou une nouvelle activité qu'on aime. Je pense que ça s'applique à tous les types de parascolaires. Plus on a des options pour découvrir, plus on a des chances de trouver chaussures à notre pied et de continuer d'en pratiquer chez nous pendant nos temps libres par la suite. Ensuite, il est question de proposer des sorties, de revoir l'offre d'activité physique en parascolaire. Donc, par revoir l'offre d'activité physique en parascolaire, là, les élèves nous parlent vraiment de diversification des activités, de diversification des moments où ces activités-là sont offertes et de l'équilibre entre les genres et les niveaux de compétences. Donc, il y a autant d'activités physiques qui soient proposées pour les filles que pour les garçons ou mixtes. Et pour les niveaux de compétences, donc pas que pour des gens qui ont déjà des aptitudes et des habiletés, mais aussi qui en est du très récréatif, juste pour s'amuser, être avec nos amis tout en pratiquant une activité sportive. Donc, c'est ce que les jeunes nous disent. Il y a d'autres facteurs qui touchent plus à l'enseignement d'éducation physique et à la santé, donc vous l'aurez dans le webinaire, mais je vais le passer pour ce qui est d'ici. Et les élèves nous disent aussi, je voulais vous le présenter parce que je trouve ça important, que pour eux, une solution importante est de revoir l'approche à l'intérieur des interventions afin d'écouter les besoins des élèves et de leur permettre de faire des choix. Ils nous disent carrément, je veux avoir la capacité de choisir. Pour moi, c'est la base. Je veux avoir le contrôle sur ma propre pratique, ma propre personne et ce que je fais. C'est le plus important. Donc, on revient à des notions de base, mais qui ne sont pas toujours appliquées. Et les jeunes nous disent que c'est important pour eux. Donc, tout ça, ça nous amène à des pistes d'action que je vais faire rapidement. Donc, si on veut favoriser la pratique d'activité physique en contexte scolaire, j'en reviens à des points qu'Anne-Sophie a mentionnés avant aussi, ça prend une concertation. Donc, pour agir sur le comportement d'un élève, il n'y a pas qu'une seule chose à faire, mais il y a une multitude de facteurs à toucher, à prendre en compte. Il y a une multitude d'acteurs qui peuvent influencer cette pratique d'activité physique-là, qu'on pense aux amis, à la famille, au milieu scolaire, à la communauté et aux différentes politiques qui sont mises en place aussi. Donc, cette concertation-là, on a essayé de l'illustrer dans une infographie auquel vous aurez accès dans le dossier de documentation que vous recevrez suite au webinaire. On a essayé de l'illustrer vraiment d'un point de vue acteur du milieu scolaire. Donc, pour ceux et celles parmi vous qui travaillez dans une école et qui êtes là, on a essayé d'illustrer de cette façon-là pour voir l'apport de chacun et ce qui pourrait être mis en place. Et l'infographie que vous voyez là, bon, je vous l'ai découpée pour qu'on la voit un petit peu plus, de façon un peu plus précise. Donc, si on prend le haut de l'infographie, très rapidement, on voit l'école et dans l'école, il y a un point qui est clé, qui est dans le chapeau de l'école, si vous voulez, c'est de développer une culture scolaire qui valorise la pratique d'activité physique. Que ce soit pour l'activité physique ou pour autres activités parascolaires, je pense que c'est important que ce soit réfléchi, que ce soit dans la culture de l'école et que ce soit quelque chose qui est valorisé, dans lequel on veut que les différents acteurs, les différents intervenants de l'école s'impliquent. Donc, il y a différents éléments que vous voyez autour de l'école sur comment concrètement développer cette culture scolaire-là. Donc, que ce soit de l'avoir dans le projet éducatif, de valoriser l'implication du personnel, de permettre l'accès à des formations continues, d'avoir un comité à l'école qui réfléchit à tout ça. Et ensuite, si on regarde l'infographie, comment elle est construite, bien, il y a un chemin qui mène jusqu'au développement de l'autonomie de l'élève, plus bas, on va le voir dans la prochaine diapo. Et tout au long de ce chemin-là, bien, il y a plusieurs éléments qu'on peut mettre en place.
comme faire la promotion du transport actif, qui ça peut se faire avec la maison, avec la ville, la communauté. Si je descends et que je continue le long du chemin, on a à droite, avec les petits crochets, sonder les élèves pour adapter et diversifier une offre d'activité physique qui répond à leurs besoins, qui m'apparaît capitale à la lumière de ce qu'on a observé. Et si on poursuit tout au long de la rue, bien, on se rend jusqu'à l'environnement familial où on peut essayer de les impliquer, de promouvoir le transport actif, de sensibiliser les familles. Et si on poursuit et on va plus près des pièces de casse-tête ici, bien, il est très clair dans ce qui ressort de cette étude-là, et vous aurez accès au rapport complet si jamais ça vous intéresse. Et on a questionné des organismes aussi de la région de Montréal, mais de créer des partenariats. Et ça apparaît un élément clé si on veut être en mesure de proposer des activités parascolaires diversifiées qui répondent aux besoins de tous, mais d'avoir des partenaires pour le faire. Il y a des organismes qui existent, du moins à Montréal, mais je crois à l'extérieur aussi, il y en a, pour nous aider dans cette mission-là. Et ensuite, bien, il peut y avoir des partenariats pour l'accessibilité à des plateaux sportifs ou à des équipements ou à des locaux pour faire différentes activités, des sorties. Donc, tout ça, c'est un élément important aussi à considérer quand on pense au parascolaire et à la pratique d'activité physique en contexte scolaire. Donc, ça fait le tour pour moi. Je voulais remercier tous les partenaires de l'étude et tous ceux qui se sont investis là-dedans. Et sinon, bien, vous avez accès, vous l'aurez dans le dossier de presse. Je vous ai mis un code QR aussi là, pour avoir le rapport complet sur tout ce que les jeunes nous ont dit par rapport à ce qu'ils voudraient avoir à l'école. Mais il y a aussi un volet sur ce que les intervenants en milieu scolaire nous ont dit, donc des enseignants, des directions d'école et autres. Et tout un volet également sur ce que les organismes qui gravitent autour des écoles nous ont dit. Tout ça en lien toujours avec la pratique d'activité physique des adolescents. Donc, merci. Merci beaucoup, Marie-Maude, pour cette présentation encore là très pertinente qui nous rappelle l'importance de sonder l'intérêt des jeunes quand on veut leur offrir des activités qui sont adaptées à leurs besoins puis à leurs intérêts. Donc, je te remercie beaucoup. Maintenant, on va passer à Adrien qui va nous parler de Fusion Jeunesse puis qui va avoir un regard plus terrain grâce à l'action de l'organisme de Fusion Jeunesse. Donc, Adrien, merci. Merci d'être présent parmi nous, d'avoir accepté de venir représenter ton organisme. Puis pour commencer, justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'action de Fusion Jeunesse? Oui, parfait. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir de vous parler un peu de Fusion Jeunesse. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, là, on agit dans les écoles du Québec, également en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en France et au Sénégal. Donc, on s'est établi dans la francophonie dans la majorité des cas, en Ontario, dans les communautés francophones. Dans des milieux défavorisés, Anne-Sophie le disait tout à l'heure, c'est vraiment l'impact pour les jeunes de milieux défavorisés, pour leur réussite éducative est extrêmement grande quand ça vient par des organismes comme nous, parce qu'ils créent des passions, des moments où il n'y aurait pas nécessairement la capacité dans leur milieu familial de pouvoir avoir accès à des activités de la qualité de Fusion Jeunesse. Et donc, on va dans les écoles. On a un modèle très simple, un modèle à 3 branches qui est lié. Le premier, c'est les jeunes. Donc, on met le jeune au centre de notre modèle. Ensuite, on a le professeur, parce que pour nous, c'est important aussi que la réussite éducative passe par le modèle que le jeune voit le plus longtemps dans la journée. Donc, le professeur est aussi présent dans notre modèle parce qu'on veut vraiment donner un sens à l'école par des activités parascolaires, mais aussi intrascolaires. Parce que ça se passe aussi parfois dans les classes pendant la journée scolaire. Ensuite, il y a nos étudiants universitaires. Donc, on prend des étudiants universitaires qui étudient dans le milieu où ils vont intervenir. Donc, ils vont étudier, par exemple, en design de mode. On va les embaucher pour qu'ils viennent donner des cours, une formation en design de mode pour les jeunes dans les écoles. Et on termine par le mentor. Donc, on va dans c'est un peu comme le modèle allemand, là, pour ceux qui le connaissent. On prend des gens de l'industrie. Donc, on a énormément de grands partenaires qui sont présents avec nous, qui nous permettent de libérer des gens de l'industrie. Donc, Bombardier qui libère des ingénieurs pour pouvoir être dans les classes, pour pouvoir aider les jeunes à faire de la robotique. Ubisoft qui fait la même chose en création de jeux vidéo. Donc, on a le modèle vraiment où il y a plusieurs intervenants adultes qui interviennent auprès de jeunes. Pour les gens aussi, on intervient tout au long de l'année. On n'est pas dans des activités sporadiques de quelques jours ou de quelques heures dans l'année. C'est vraiment tout au long de l'année. Donc, voilà, je vais pouvoir le présenter au fur et à mesure des questions. Merci beaucoup.
En regardant, puis ce que tu dis, ça fait aussi écho à ce que Marmont nous disait sur l'importance d'avoir une approche multisystémique là, avec plusieurs partenaires. Là. Fait que c'est bien de voir que dans la pratique, la Fusion Jeunesse fait ça aussi. Puis, en regardant l'offre, on observe qu'à Fusion Jeunesse, il y a beaucoup d'activités qui sont surtout culturelles, scientifiques. Pourquoi vous avez décidé de vous pencher plus sur ce type d'activité-là? Dans le fond, quand notre fondateur, le Gabriel Brand-Lopez, a fondé Fusion Jeunesse, lui, puis je pense que c'est pour beaucoup de gens, là, je pense qu'on l'a vu au sondage initial, le sport est une des activités qui rejoint le plus de jeunes en parascolaire. Mais en même temps, il y a beaucoup de jeunes qui sont exclus du milieu sportif parce qu'ils ne sont pas sportifs, parce qu'ils ont un embonpoint, parce que ça ne leur tente pas de faire du sport. Donc, Gabriel Brand-Lopez, lui, était de ce type-là. Il vient d'une famille immigrante défavorisée de Montréal. Et donc, quand il est arrivé dans le système scolaire, la seule chose qu'il y avait comme offre dans son école dans Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, c'était des activités sportives. Puis lui, c'est quand il est arrivé au cégep où il a commencé en jeu théâtral qu'il a commencé à dire, il y a un sens. C'est pour ça qu'il a persévéré dans son parcours scolaire. Donc, c'est pour ça qu'on intervient vraiment à des moments où on va chercher de la science, on va chercher de l'art, on va chercher du design de mode, on va chercher de la création de jeux vidéo, de la robotique. Donc, vraiment, puis on fait aussi évoluer nos programmes parce que une des choses qui est importante, c'est que nous, on fait des sondages d'appréciation auprès des enseignants, mais aussi auprès des jeunes pour pouvoir vraiment faire évoluer le programme. Parce que, veux pas, nous, on est là, on travaille, puis on dit, comment est-ce qu'on... On a une idée puis une conception de ce que le jeune voudrait avoir comme enseignement de notre part. Mais en même temps, les choses évoluent. Donc, la création de jeux vidéo en 15 ans, là, ça fait 15 ans qu'on existe. En 15 ans, les choses ont évolué. Donc, on a vraiment fait évoluer nos programmes au fil du temps avec des sondages pour que les jeunes puissent nous donner leur avis. L'objectif, c'est vraiment de créer des passions, de créer juste des étincelles dans leurs yeux. Donc, moi, je me souviens, parce qu'avant d'être chez Fusion Jeunesse, j'ai été élu à la Ville de Montréal. Donc, quand j'ai été élu à la Ville, je suis allé comme partenaire de l'autre côté de Fusion Jeunesse. Donc, la Ville de Montréal soutient Fusion Jeunesse. Et donc, j'avais fait le tour des kiosques à la fin de l'année parce que une des choses, c'est que oui, on donne des programmes avec des multiples disciplines, mais aussi on fait des événements de fin d'année pour que les jeunes puissent expliquer leurs projets, plus faire rayonner leurs projets. J'étais allé avec le premier ministre de l'époque, M. Couillard. On avait fait le tour des kiosques. Il y avait 3 jeunes filles qui avaient créé une entreprise de savon. Puis donc, je me souviens, là, il était tellement impressionné du fait que M. Couillard avait acheté des savons dans leur entreprise. Puis donc, de créer des étincelles, de créer des passions, c'est comme ça qu'on réussit à vraiment avoir un impact direct sur la réussite éducative. On le sait, là, c'est multifactoriel, la réussite éducative, mais en même temps, pour les milieux défavorisés, comme je le disais tout à l'heure, les familles n'ont pas nécessairement la capacité d'intervenir de la bonne façon parce qu'ils travaillent beaucoup, ils sont pas nécessairement habiles pour pouvoir intervenir auprès de leurs jeunes. Donc, c'est pour ça que des activités comme Fusion Jeunesse, on a un impact gigantesque, puis on le sait, on l'évalue maintenant depuis 15 ans. L'autre aspect de Fusion Jeunesse aussi, où je pense que c'est intéressant, c'est que on amène les jeunes à réfléchir. Donc, on amène les jeunes à dire le projet, parce que le projet est établi par l'enseignant au début de l'année. C'est la demande de l'enseignant ou de la direction d'école. Donc, pour ceux qui font affaire avec nous, vous le savez, c'est les directions d'école qui demandent d'avoir un projet de Fusion Jeunesse. Et donc, au début de l'année, on va discuter avec les jeunes pour établir c'est quoi dans le fond le design de mode. Qu'est-ce que tu pourrais faire dans ton cours de design de mode pour pouvoir les amener à réfléchir en équipe ou individuellement à qu'est-ce qu'ils voudraient faire lié à cette discipline-là. Donc, c'est pas juste on va arriver avec un programme établi puis on veut que tu te rendes là dans ton cheminement. On veut aussi qu'il y ait une réflexion sur comment est-ce qu'ils vont se rendre là, comment est-ce qu'ils vont avoir un esprit critique pour pouvoir, je pense à la robotique, là, on a un nouveau en robotique, notre nouveau thème de l'année, c'est repenser l'énergie pour cette année. Et donc, on le sait, là, avec les changements climatiques, les jeunes sont très interpellés par ça. Donc, on va amener les jeunes à réfléchir à des solutions innovantes pour lutter contre les changements climatiques par de la robotique. Donc, c'est vraiment ça le modèle où on va intervenir auprès des jeunes pour qu'ils puissent créer des étincelles, mais aussi pour qu'ils puissent réfléchir plus loin que juste un cours typique enseigné d'une façon très scolaire. Puis c'est très normal que le milieu scolaire soit de cette façon-là où il y a des méthodes éducatives.
Voilà. Ça rejoint les principes de l'autodétermination qu'Anne-Sophie nous a présentés, là, que les Exact. jeunes aient un rôle actif puis que le niveau de difficulté augmente au fur et à mesure. Que c'est bien. Exact. Justement, Fusion Jeunesse, ça offre vraiment un large éventail d'activités, comme on l'a vu. Selon vous, c'est quoi les ingrédients essentiels pour que ça génère les effets positifs auprès des jeunes? Qu'est-ce que vous avez observé ou que les mentors vous partagent comme élément qui est vraiment un incontournable pour être sûr que ça fonctionne bien? Le lien avec les adultes, c'est drôle parce que c'est une des premières choses qui ressort quand on fait les sondages auprès des jeunes, c'est qu'ils créent des liens avec des adultes qui ne sont pas les liens avec leurs parents, qui ne sont pas des liens nécessairement uniquement avec l'enseignant. Puis ces jeunes-là, souvent, ont moins de chances de pouvoir côtoyer d'autres jeunes, d'autres adultes, en fait. Et donc, on le sait, là, dans le milieu sportif, c'est la même chose. Moi, je viens de ce milieu-là. C'est la même chose. Le lien avec l'entraîneur est très important, mais c'est la même chose dans le parcours quand un jeune coordonnateur qui étudie dans ce domaine-là va intervenir auprès du jeune pour lui dire, mais lâche pas, là, tu pourrais devenir un jour créateur de jeux vidéo chez Ubisoft ou tu pourrais devenir un jour. Donc, de pouvoir créer des modèles autres que les modèles enseignants ou parents, sans nécessairement passer par le modèle de l'entraîneur, là, parce que, comme je le disais, il y a quand même tout un aspect d'exclusion dans le milieu sportif où si tu n'es pas assez bon, tu ne feras pas l'équipe du réseau des sports du Québec. Puis encore là, ce n'est pas un jugement sur ce qui est le réseau sportif, parce que c'est fort important pour les saines habitudes de vie. Ensuite, l'intérêt, parce que si on n'avait pas fait évoluer nos programmes, parce qu'au début, c'était moins facile là, de faire évoluer nos programmes, on n'avait personne qui était au cadre pédagogique. Maintenant, on a cette habitude-là. Donc, de faire évoluer nos programmes pour pouvoir s'assurer de toujours créer un intérêt, ça aussi, ça a un impact gigantesque. Après ça, il y a la diversité, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une offre très diversifiée dans les programmes. Donc, de pouvoir avoir une diversité de propositions pour les jeunes, ça aussi, ça a un impact gigantesque parce que si on essayait de juste les encarcaner dans un seul aspect de ce qu'on a comme offre, finalement, l'impact ne serait pas si intéressant parce qu'on laisserait de côté toute la question de l'esprit critique, on laisserait de côté toute la question d'ouvrir des œillères. Donc, c'est vraiment la diversité aussi qui est très important. Puis l'autre chose, puis j'en parlerai peut-être un peu, en fait, je vais en parler un petit peu plus tard, mais c'est la lutte à l'exclusion. Parce que dès que nos coordonnateurs, là, dès que les jeunes, les étudiants universitaires voient un jeune qui est de côté un petit peu ou qui ne se sent pas interpellé par les activités ou par ce qui est proposé, c'est tout de suite une façon de le ramener. C'est tout de suite l'intervention rapide pour lutter contre l'exclusion parce que, on le sait, il va y avoir, c'est beaucoup pour ça qu'ils décrochent ces jeunes-là, c'est qu'ils ne se sentent pas inclus dans le milieu scolaire. Donc, nous, l'important, c'est vraiment de s'assurer de toujours faire de la lutte à l'exclusion le centre aussi important que le jeune au départ, là, parce que si on retourne aux jeunes, ben, il faut absolument que ce jeune-là se sente toujours interpellé puis se sente toujours favorisé dans nos activités. Donc, c'est vraiment multifactoriel de pourquoi est-ce qu'on voit l'impact de nos activités dans les écoles, mais voilà. Oui, fait que si je résume, c'est le lien avec l'adulte, une offre d'activités diversifiée, l'intérêt puis la lutte à l'exclusion que les jeunes dans leur activité sentent qu'ils en font partie à part entière puis qu'ils ont un rôle à jouer. Puis ça répond un peu à ma prochaine question qui était celle de comment maintenir leur intérêt une fois qu'ils sont inscrits. Comment on fait pour s'assurer qu'ils complètent l'année scolaire avec vous? Parce que comme tu l'as mentionné, ça commence au début puis ça finit en juin, là, ça commence en septembre. Ouais. Là, tu as mentionné la lutte à l'exclusion. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent en tête selon ce que tu as vécu à Fusion Jeunesse? On commence en octobre juste pour laisser un peu d'air aux enseignants dans les écoles parce qu'on ne veut pas commencer directement au début de l'année parce que je pense que ça ne serait pas très apprécié du milieu scolaire. Il y a plusieurs intervenants là, qui vont se reconnaître dans ça. Mais dans le fond, une des choses qui nous, comme je le disais tout à l'heure, là, qui nous différencie de beaucoup d'autres acteurs dans le milieu scolaire, c'est que nous, on ferait vraiment toute l'année, on a nos activités scolaires ou parascolaires, mais aussi à la fin de l'année, on a vraiment des événements où on ne lésine pas là, sur l'événement. C'est des gros événements. On a déjà loué le stade olympique. L'année prochaine, on fait notre événement de robotique au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières. Donc, on ne lésine pas pour que le jeune soit extrêmement
interpellés par la grandeur de l'événement. L'année passée, même pendant la COVID, on a fait, en fin de COVID, là, on a fait au mois d'avril dans les hangars de Bombardier à Ville-Saint-Laurent. Donc, d'avoir des activités comme ça à la fin de l'année où ils sont mis en lumière, où ils sont vraiment, c'est eux le centre de notre intervention, puis c'est eux le centre de l'activité. Eux, on le voit tout de suite, là, le moment où ils arrivent dans ces activités-là, ils ouvrent leurs yeux, puis c'est vraiment impressionnant de voir que tout au long de l'année, ils ont travaillé sur un projet, puis ensuite, ils sont mis en lumière comme ça. Récemment, j'ai fait une visite, il y a un de nos partenaires qui vient de la Grande-Bretagne. On est allé visiter une école de Montréal ensemble, puis je lui ai fait visiter une classe où ils ont fait un projet l'année passée. Puis quand on est sorti de là, il dit, ça, on devrait exporter ça partout, ce modèle-là. On devrait faire ça partout parce que les jeunes étaient capables d'expliquer chacun des petits moments de leur projet. Puis dans ce cas-là, c'est un mur végétal. Donc, de pouvoir avoir toute une réflexion sur le design du mur végétal, comment ça va fonctionner, parce que veut pas, pendant tout l'été, ils ne sont pas à l'école. Donc, il faut que le mur s'auto-alimente. Donc, les gens étaient tous capables d'expliquer ça. Donc, de pouvoir vraiment, tout au long de l'année, créer des moments charnières où ils vont réaliser leur projet, mais ils vont aussi apprendre des points techniques liés à à la discipline dans laquelle ils vont faire un cours. Donc, voilà, c'est vraiment une multitude de choses, mais c'est un programme complet tout au long de l'année, plutôt que Oui, ce que je garde de ça, plutôt que juste quelques heures. Exact. Puis c'est orienté vers un but. C'est qu'à la fin, ils ont comme leur activité récompense qui est de montrer leurs produits, d'en être fiers. Puis ça peut être un facteur pour les maintenir à travers l'année. Merci beaucoup, exact. Adrien. Maintenant, je vais inviter Anne-Sophie et Marie-Maude à participer à un panel un peu plus large où on va aborder des questions avec nos trois conférenciers. Puis, le premier terme qu'on voulait aborder, puis qui fait partie des questions qui ont été mentionnées par les participants au webinaire, c'est comment surmonter les défis logistiques dans l'organisation des activités. Parce qu'on sait que des fois, on a plein de volontés, mais de les organiser, il peut y avoir plein de défis. Qu'est-ce que vous savez, puis qu'est-ce que vous pouvez dire à nos participants à ce sujet-là? Comment surmonter ces défis? Je peux me lancer. Une des choses, je pense, qui est super importante à garder en tête, c'est la collaboration. Je pense que ça sort des trois présentations, là. Mais il y a beaucoup de défis dans offrir quelque chose qui est varié, qui permet de rejoindre les intérêts de tous les jeunes. On veut que tous les jeunes trouvent un intérêt à une activité, se découvrent des passions. Donc, je pense que le partenariat, la collaboration, l'école, on a tendance à travailler pour avoir été enseignante au secondaire pendant près de 15 ans. On travaille en école, on travaille en équipe ensemble, mais les partenaires extérieurs, souvent, ont un peu moins leur place ou c'est moins dans les us et coutumes de faire. Mais je pense que d'aller travailler en partenariat avec des organismes comme Fusion Jeunesse ou d'autres, d'être ensemble en équipe comme ça, il y a des barrières qui tombent, il y a des défis logistiques que finalement, on trouve une solution assez facilement ensemble qu'on ne trouverait pas si on restait chacun de notre côté. Donc, je pense que ça, c'est une première piste de réponse. En effet, souvent, les élèves du secondaire, ils participent plus dans la communauté qu'à l'école. Donc, le pourcentage d'adolescents qui participent à des activités organisées, c'est pas beaucoup, c'est beaucoup dans le milieu scolaire, mais il y en a beaucoup plus dans la communauté. Donc, il y a tout un système dans la communauté qui est déjà présent, qui offre déjà des activités. Donc, comme Marie-Maude le disait, partager des équipements, partager des installations, faire des partenariats. S'il y a un organisme communautaire qui est proche de l'école, mais l'activité pourrait être offerte dans l'organisme communautaire plutôt que de toute la monter. Elle existe déjà, elle est déjà là, donc pourquoi pas tirer profit de ça. Puis des organismes, Fusion Jeunesse, justement, c'est magique, là, je veux dire, c'est une offre clé en main. Il y a Fusion Jeunesse, je ne connais pas s'il y en a d'autres, mais ça, c'est aussi une façon d'améliorer l'offre dans les écoles. C'est sûr, Fusion Jeunesse, c'est plus pour les milieux défavorisés. Mais je pense qu'il y a moyen, c'est ça, d'aller faire des partenariats là, plus avec de la communauté pour diversifier l'offre puis aller chercher peut-être des adolescents qui n'ont pas envie de rester à l'école après l'école. Ce n'est pas un milieu nécessairement qui se sentent bien ou tout ça. Donc, le fait qu'ils sont anonymes dans la communauté, anonymes, je dirais. En tout cas, dépendamment où ils participent, ils peuvent arriver relativement anonymes dans une activité communautaire plus qu'à l'école. Donc, ça peut être aussi une façon d'aller chercher des élèves qui sont plus difficiles là, à rejoindre de façon générale. Puis,
aussi, ça m'a fait penser, j'ai déjà collaboré dans un projet de recherche qui s'appelait Propulsion Jeunesse Desjardins, peut-être qu'il y en a qui connaissent, dans la région de Sherbrooke, où l'école a fait un partenariat avec le centre de formation professionnelle qui était là. Donc, pour aller rejoindre des élèves à risque de décrochage scolaire, il offrait des activités de centre de formation professionnelle, donc esthétique, coiffure, électricité, soudure. Donc, tous ces cours-là étaient offerts après l'école à des jeunes à risque de décrochage scolaire. Puis, c'est avec Desjardins, donc il y avait un partenaire, mais le transport puis les frais étaient tous assumés par eux. Donc, ça aussi, ça peut être des façons aussi d'innover, d'essayer de voir comment on peut diversifier l'offre, là, pas juste à l'école, mais de faire des partenariats avec d'autres personnes proches. Moi, je dirais qu'il n'y en a pas de limite. Il y a, à la Ville de Montréal, tout récemment, là, il y a eu des ententes entre la Ville et les centres de services scolaires pour l'utilisation des plateaux sportifs parce que historiquement, il n'y avait pas de possibilité d'utiliser les plateaux sportifs. Mais en même temps, c'est toute la même collectivité. C'est tous les mêmes jeunes qui iraient dans un centre sportif. Puis, au final, c'est la Ville qui paierait puis qui dépenserait pour créer un centre sportif. Donc, il ne devrait pas y avoir de limite quand on parle des jeunes puis on parle de leur éducation. Je sais que ça a l'air un peu calinours là, comme façon de penser, mais il reste que si la collectivité ne veut pas intervenir pour que les jeunes puissent créer des passions, on a un problème comme collectivité, on a un problème comme société. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de limite. Je pense que c'est juste qu'après, il faut que les acteurs se parlent, il faut que les acteurs essayent d'arrêter de tirer la couverte de leur côté. Il faut que les acteurs communautaires disent, puis on en est, là, Fusion Jeunesse, mais il faut qu'on arrête de se battre pour les mêmes subventions. Il faut que le gouvernement du Québec subventionne plus adéquatement les organismes communautaires pour qu'ils puissent répondre à la mission d'intervention auprès des jeunes dans beaucoup de cas. Parce qu'au final, l'intervention auprès d'un jeune par un organisme communautaire fait sauver de l'argent à la collectivité par la lutte au décrochage scolaire directement. On le sait que ça a un impact gigantesque. Donc, puis je n'essaie pas de tirer la couverte du côté de Fusion Jeunesse, on est bien financé, mais je pense qu'il y en a plein d'autres. En fait, je le sais qu'il y en a plein d'autres qui sont moins bien financés. Donc, il ne devrait pas y avoir de limite. On devrait toujours investir pour que les jeunes puissent répondre à leur plein potentiel, là. Donc, il y a plusieurs pays dans le monde qui le font, puis on devrait continuer dans cette veine-là. Voilà, ça, c'est mon côté un peu plus politique, moins Fusion Jeunesse. Ça me fait penser aussi, par exemple, plus à Québec, il y a des écoles privées qui ont des super installations sportives, puis de plus en plus, ils les mettent à la disponibilité de la communauté. Donc là, on est dans l'inverse, ce n'est pas la communauté qui amène vers les écoles, mais c'est les écoles qui amènent vers la communauté. Donc ça aussi, c'est important de s'informer s'il n'y a pas, par exemple, une école privée proche qui met à disposition tous leurs équipements sportifs pour le bien de la communauté. Donc peut-être de plus en plus, j'espère, c'est ça qu'on va voir. Un modèle où on partage, en fait, les installations pour que tout le monde puisse avoir accès, là, parce que ça peut être un casse-tête, là, surtout les installations sportives. Là. Essayer de louer une glace, là, si c'est pas à 7 h ou à 10h30 du soir, là, ça devient compliqué, mais il y a des façons c'est ça, peut-être de collaborer pour essayer de partager ces ressources-là. Et je pense que le mot d'ordre, c'est vraiment collaboration entre les différents organismes et des actions concertées pour la réussite éducative des jeunes. Là. Merci pour vos réponses éclairantes. Puis, on va terminer le panel de discussion avant de passer à la période de questions-réponses par une question assez générale, mais en fait, on voudrait savoir ce que vous souhaiteriez que les partenaires puis les participants au webinaire retiennent de votre présentation, les lignes les plus importantes sur les activités parascolaires. Ce serait quoi le message que vous auriez passé? Puis on peut commencer avec Anne-Sophie, c'est toi qui étais la dernière à parler. OK. Bien, premièrement, je l'ai dit dans ma présentation, puis Marie-Maude aussi l'a dit, les activités parascolaires, c'est pas au CLN, en tout cas, bref, c'est pas une panacée, là. C'est pas parce qu'on met à l'horaire, on offre une activité que celle-ci va nécessairement avoir des bénéfices là, pour les adolescents. Donc, sans entrer dans un processus trop complexe, il faut quand même les réfléchir puis les planifier pour quels aient les bénéfices escomptés, quel que soit ce qui est visé par l'activité. Fait qu'on n'a pas besoin de viser la grosse affaire, mais il faut qu'on réfléchisse à si on peut viser ça, mais qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir atteindre ça. Donc ça c'est mon premier message clé. Puis sinon, l'autre, c'est l'importance des animateurs.
Vraiment, là, je pense que même eux, ils ne savent pas à quel point ils font une différence pour les adolescents, mais ils font vraiment une grosse différence pour les adolescents, que ce soit des enseignants de l'école ou des personnes qui viennent de l'extérieur. Ils ont un rôle privilégié à jouer auprès d'eux. Ils accompagnent des adolescents dans une période de vie qui n'est pas facile. Ça devient un adulte significatif pour eux qui est autre que leur milieu scolaire et communautaire. Donc, en tout cas, moi, je trouve que c'est ça. Même eux, des fois, ils ne sont pas au courant à quel point ça peut faire une différence. Donc, de bien les accompagner, de bien les valoriser aussi, c'est super important là, parce qu'ils peuvent faire une grande différence, comme ça a été mentionné tantôt là, par Adrien. Là. Ça ne me surprend pas là, que les élèves, ce qui ressortent, c'est vraiment le lien avec l'animateur parce que c'est vraiment lui qui peut faire une différence dans l'activité. Surtout dans les familles ou pour les jeunes qui, dans leur entourage proximal, ils n'en ont pas de mentor ou ils n'en ont pas de modèle. Fait que ça peut vraiment avoir, ils peuvent vraiment avoir un rôle clé, puis c'est bien de les valoriser. Marie-Maude, toi? Bien, je pense que si on veut, si on garde en tête qu'il faut réfléchir les activités, qu'il faut avoir de l'importance des intervenants, je pense que c'est important de garder en tête que dans une école, ça prend une culture des activités parascolaires. Il faut que ce soit dans notre culture de le faire. Et pour ça, bien, ça sous-entend que si c'est dans la culture de l'école, c'est qu'on fait les actions qui vont avec. Donc, on a un comité en place. Ça ne repose pas sur les épaules d'un seul intervenant de l'école qui a à gérer toutes les activités parascolaires à lui ou à elle seule. Ça n'a aucun bon sens. Qu'il y a une vision d'équipe ou qu'il y a une vision commune, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on veut offrir aux jeunes, comment on va être sûr d'offrir tous les spectres et tout. Donc, tout ça, ça part d'en haut. D'en haut, mais en fait, en équipe, là, mais c'est une culture qui doit être mise de l'avant à l'école pour reconnaître aussi l'implication des intervenants. Donc, ils sont super importants, mais comment on les valorise, comment on les amène à s'impliquer, il faut reconnaître le temps, il faut les rémunérer, il faut qu'il y ait quelque chose qui suive aussi avec ça. Donc, moi, je pense que tout ça part de la culture qu'on peut mettre en place pour valoriser ça et pour savoir que le parascolaire, ça fait partie intégrante du cheminement scolaire et qu'il n'y a pas que les matières académiques, elles sont très importantes, mais le parascolaire aussi. Donc, il faut que ça fasse partie de la culture de l'école de la même façon que le reste. Ça fait écho à ce qu'on a mentionné dans notre guide en matière d'activités parascolaires, mais c'est que ce n'est pas un privilège de participer à des activités parascolaires. Ça devrait faire partie intégrante, comme tu viens de le mentionner, là, que c'est pas un privilège pour les étudiants, les élèves qui l'ont mérité. Ça devrait faire partie de leur parcours. Donc, merci Marie-Maude. Adrien, ce sera à toi pour Oui. ton message. Moi, je dirais que j'espère que les gens vont se rappeler que l'offre d'activités parascolaires doit être diversifiée parce que c'est vraiment de cette façon-là qu'on va rejoindre le plus de jeunes possible. Quand on a une offre diversifiée, c'est là où les jeunes vont pouvoir se sentir interpellés par l'offre qui est disponible dans leur école, mais aussi que ce ne soit pas que des jeunes favorisés, parce qu'Anne-Sophie l'a dit tout à l'heure, les moments où des jeunes favorisés ont accès à ces activités-là, il pourrait y avoir accès en dehors de l'école, dans des ligues, il pourrait y avoir accès. Il y a des jeunes, nous, parce qu'on a toutes les activités de robotique ne sont pas uniquement pour les gens défavorisés, là, parce que la robotique, on a une autre organisation qui s'appelle Robotic First Québec. Et donc, je ne suis pas rentré dans les détails, mais l'activité de robotique n'est pas uniquement dédiée aux jeunes défavorisés, elle est aussi dédiée aux écoles privées de Montréal ou aux écoles privées du Québec. Puis ces jeunes-là, souvent, nous disent, moi, je fais aussi un cours de robotique la fin de semaine, puis leurs parents défraient 3 000 $ par année pour pouvoir faire de la robotique la fin de semaine. Nos jeunes défavorisés n'ont pas accès à ces activités-là. Donc, de pouvoir garder en tête qu'il faut pouvoir donner à ces jeunes-là des activités qui sont intéressantes, mais que ce n'est pas nécessairement facile, parce qu'on le sait, l'intervention auprès de jeunes défavorisés est plus difficile, le lien est plus difficile à établir. Donc, de garder en tête que oui, c'est peut-être plus difficile à mettre en place au départ, mais c'est tellement valorisant pour la suite parce que ces jeunes-là, on a un impact direct dans leur réussite éducative, puis on le sait très facilement. Là, on est capable de l'évaluer. On a des classes où les jeunes, des frères et sœurs de la même famille n'ont pas eu l'accès à Fusion Jeunesse, puis malheureusement, ils ont décroché. Donc, on le voit tout de suite. C'est assez facile. On a des études sur ça maintenant. Donc, de pouvoir garder en tête la diversité d'offres, puis le fait qu'il faut offrir à des jeunes qui n'ont pas accès à des activités, des opportunités pour qu'ils puissent se créer un rêve pour pouvoir, on l'a vu, là, j'ai un blanc de mémoire sur son nom de famille, mais Farah, là, qui est à la NASA, qui disait que la persévérance scolaire qu'elle a acquise tout au long de son parcours, c'est parce qu'elle avait un rêve, parce qu'elle voulait aller dans l'espace, parce qu'elle voulait aller plus loin. Donc, c'est comme ça qu'on réussit à intervenir de façon concrète dans la vie des jeunes.
Puis, veux pas, là, en citant l'exemple de Farah, je pense qu'il faut aussi tenir en compte qu'il y a des métiers qui sont moins traditionnellement féminins. Nous, on intervient de ce côté-là aussi là, en question de robotique, en sciences. Puis nous, on est en train de travailler sur comment est-ce qu'on peut concrètement garder des filles pour qu'ils deviennent des femmes en sciences, pour qu'ils deviennent des femmes en robotique. On utilise de plus en plus dans les entreprises des mentors féminines pour qu'ils puissent avoir des exemples concrets. Donc, 3 points concrets sur qu'est-ce que j'aimerais que les gens gardent en tête. Merci, Adrien. Mais ça faisait partie des questions aussi des participants au niveau des différences de genre. Là, fait que je comprends que tu l'as abordé. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses à dire à ce sujet-là, peut-être par les autres panélistes aussi, Marie-Maude et Anne-Sophie. Au niveau, c'est ça, de la participation des filles, des garçons, qu'est-ce que vous remarquez comme différence? Est-ce qu'il y a des stratégies différentes pour solliciter leur participation, maintenir leur participation? Avant de passer aux questions générales, je terminerai là-dessus parce que je l'ai vu ressortir dans les questions. En activité physique, c'est clair qu'il y a d'énormes différences. On voit que de façon générale, on met toutes les filles dans le même paquet, c'est pas nécessairement vrai pour chacune d'entre elles, mais de façon générale, les filles vont rechercher des activités physiques qui sont plus récréatives, qui sont plus libres, mais les gens qui ont moins d'intérêt pour l'activité physique aussi, donc ça va avec. Mais tout ce qui ressort chez les filles, c'est beaucoup le rapport avec l'intervenant. On dit à quel point l'intervenant est important, mais chez les filles, s'ils sentent que l'effort est valorisé, s'ils sentent que la participation est valorisée, qu'il y a des valeurs, des bonnes valeurs qui sont inculquées, que c'est juste, ils vont être beaucoup plus enclins à continuer puis à apprécier l'activité que si on est sur c'est toi le meilleur, tu as manqué 5 fois l'activité, mais c'est toi le meilleur, donc c'est toi qui joues plus aujourd'hui. Chez les filles, même dans du sport compétitif, on ne voit pas beaucoup ça à l'adolescence. Ils veulent qu'il y ait un sentiment de justice, d'équité pour tout le monde, alors que chez les gars, on retrouve moins souvent ça. Les gars veulent plus souvent gagner et voir le meilleur sur le terrain, indépendamment de ce qui s'est passé avant. Alors, ce qui est recherché n'est vraiment pas la même chose. Et là, je parle de sport compétitif, mais je pense que c'est juste dans la nature même d'aller rechercher ce lien-là de confiance, ce besoin d'intervention, se sentir écouté, sentir que l'effort est valorisé. On voit ça de façon plus naturelle chez les filles. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai chez les garçons, là, mais c'est ce qui ressort des dernières études là, sur le sujet. C'est plus fréquent que ce besoin-là soit mentionné par les filles. Merci, Marie-Maude, pour ce complément. Je ne sais pas si Adrien ou Anne-Sophie avaient quelque chose à rajouter aussi là-dessus. Bien, peut-être juste dire que quand on regarde les effets de la participation, il n'y a souvent pas de différence entre les garçons et les filles. Donc, les activités sont autant bénéfiques chez les garçons et chez les filles, mais comme c'est mentionné, le nerf de la guerre, c'est d'embarquer les filles dans certains types d'activités pour lesquelles sont moins encouragées. Mais on pourrait avoir l'inverse aussi pour les garçons pour certains types d'activités. Donc, gros préjugés, des stéréotypes de genre. Donc, on a le sport pour les garçons, mais il y a toutes les activités culturelles, artistiques pour, en tout cas, vice-versa. Puis, il ne faut pas oublier que c'est ça, c'est des activités volontaires. On ne peut pas forcer l'adolescent à s'inscrire, contrairement à un enfant. Là, je pense qu'on est tous capables de le convaincre de s'inscrire dans une activité. Je pense que le parent est vraiment capable, mais à l'adolescence, c'est terminé. C'est vraiment, il faut que ça vienne de lui. Donc, s'il n'y a pas les activités qu'il voudrait faire, qui sont à l'école, bien, on perd la clientèle qu'on aurait pu aller chercher. Là. Merci, Anne-Sophie. Oui, il y a une participante d'ailleurs là, qui soulève filles actives, filles et sciences. Donc, il y a actuellement, de toute façon, des organismes qui font la promotion des genres dans les activités. C'est juste que souvent, il faut aussi penser nos activités sportives puis nos activités parascolaires en les faisant évoluer puis en s'assurant qu'on n'exclut pas de filles ou de jeunes femmes parce que souvent, on le voit, là, le décrochage sportif chez les jeunes filles ou chez les femmes, là, en fait, rendus à l'université. Donc, ils vont quitter les équipes sportives pour se concentrer sur leurs études. Nous, en sciences, on le voit tout de suite, là, entre le passage entre le primaire et le secondaire. Tout de suite, on a la moitié des filles qui vont quitter en sciences. En robotique, c'est en vrai en secondaire 2, entre le secondaire 2 et le secondaire 3. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que nos programmes et nos activités restent et répondent encore aux besoins de tous? Parce que c'est pas juste une question des filles ou pas, c'est une question de s'assurer qu'il y a une diversité dans nos programmes. Moi, je suis allé tout récemment en design de mode
il y avait un événement, là, le festival le Mode et Design de Montréal. J'étais avec les jeunes qui ont participé à nos programmes, puis je trouvais ça extraordinaire de voir plein de jeunes garçons qui avaient concocté des tenues en design de mode. Donc, de voir aussi de la diversité autre que dans d'autres programmes qui sont moins traditionnellement enclins pour les jeunes garçons. Moi, j'ai une mère qui est venue me voir pour me dire c'est pour ça que mon jeune garçon est resté à l'école. Il est homosexuel depuis qu'il est au primaire, puis il est resté à l'école parce qu'il faisait du design de mode, parce qu'il était fier de ça. Donc, d'avoir des activités, peu importe la question du genre, d'avoir des activités qui répondent dans une multitude de possibilités pour les jeunes, c'est ça qui est important. On revient à la diversité d'offres. Merci, Adrien. Puis maintenant, on va passer aux questions que vous avez posées dans le Q&A. J'ai vu qu'il y en avait eu quelques-unes. Je crois que c'est André qui va les partager au groupe. Oui. Donc, on est prête. Ouais. Merci, Eliane. On a eu plusieurs questions sur les questions de genre, mais là, on vient de faire un grand bloc, donc je vais passer à une prochaine thématique là, dans les questions-réponses. Alors, sachant les bienfaits des activités parascolaires, comment pouvons-nous rejoindre les familles plus vulnérables qui n'ont pas la possibilité de payer les frais des activités parascolaires et sachant qu'ils ne peuvent vivre cette pression sociale? Donc, on en a parlé un peu, mais peut-être revenir là, sur ces tactiques-là pour les familles qui ont moins les moyens là, de s'offrir de ces activités. Je peux commencer, mais ça passe par l'offre dans les écoles. Hein. Ça passe par l'offre, puis des disponibilités, puis des possibilités pour ces jeunes-là. Si on peut, s'il y a de plus en plus d'organismes qui interviennent dans les milieux défavorisés parce qu'ils sont subventionnés, parce qu'ils ont les moyens aussi de le faire, parce qu'il y a quelqu'un, je pense, qui soulève dans la conversation la question du salaire. C'est pas si évident de trouver des intervenants, de trouver des jeunes motivés qui vont vouloir aller intervenir dans les milieux scolaires défavorisés. Donc, d'avoir des salaires qui peuvent les aider à dire, ben moi, je vais y aller parce que le salaire est intéressant. Donc, le recrutement de ces jeunes-là pour qu'ils puissent aller intervenir dans les milieux défavorisés, mais que donc, ça crée une offre. Parce que s'il n'y a pas d'offre pour ces jeunes-là dans les milieux défavorisés, on n'arrivera pas à les rejoindre, tout simplement. Il y a aussi la notion de pouvoir offrir les activités gratuitement, puis aussi le transport. Fait que ça, il ne faut pas oublier ça. Là. Des fois, c'est le transport qui est compliqué. Là. Les parents de milieux défavorisés, ils peuvent avoir 2 emplois, travailler dans des horaires des fois plus atypiques. Donc, puis ça, on peut user de créativité, on peut faire des campagnes de financement à l'école, on peut essayer, tu sais, s'il n'y a pas les budgets nécessaires à l'école, on peut essayer de créer des activités d'autofinancement pour dégager. Tu sais, on ne parle pas, ça peut être pas si cher que ça, là, une activité, par exemple, de cuisine sur l'heure du midi. Là, on ne parle pas de débourser là, des milliers de dollars là, pour l'inscription. Donc, ça peut être des petits montants, mais qui peuvent faire une différence. Donc, moi, j'inviterais les écoles puis les élèves, puis tout le monde à essayer de brainstormer sur des activités de financement qui pourraient faire en sorte que les activités sont offertes de façon gratuite. Idéalement, tout le monde pour ne pas créer un peu, lui, il n'a pas payé, on sait qu'il a besoin d'aide, mais tu sais, ou sinon, vraiment répartir les ressources de façon équitable pour que tout le monde puisse participer à l'activité qui est offerte. Merci Anne-Sophie. C'est vrai que ça se voit des fois, la modulation du prix en fonction de la capacité des parents, là, ça peut être des stratégies efficaces. Est-ce que Marie-Maude, par rapport à l'activité physique, il y avait quelque chose à ajouter? Ça va dans le même sens d'essayer d'aller vers la gratuité des activités. Je sais que dans les écoles, maintenant, il y a la mesure 15-028 qui peut donner un petit coup de pouce là-dessus. Il y a certaines écoles, justement, qui offrent, qui n'offrent pas l'activité de façon gratuite, mais qui sont au courant des élèves qui sont plus en situation de difficulté financière et qui vont vers eux tout simplement de façon anonyme. Ça se dit, ça fait pas de vagues dans l'école, personne ne le sait, autre que le jeune, ses parents à l'école, c'est-à-dire que pour toi, c'est gratuit cette année, puis amuse-toi. Donc, ça, c'est des pratiques aussi qui peuvent être mises en place et qui évitent de blesser ou de faire autre chose, mais qui permettent à ces jeunes-là d'accéder quand même aux activités. Merci beaucoup, Marie-Maude. Est-ce que, Mireille, tu as une question du public à nous poser? Oui, il y a Marie Chevalier qui demandait s'il y avait des données probantes concernant le développement du sentiment d'appartenance au milieu scolaire quand il y a des enseignants qui animent les activités parascolaires. Oui, vas-y, Marie-Maude. En fait, je m'en allais dire, moi, je ne connais pas de données probantes. Je connais des expériences personnelles et de collègues et autres, que c'est surtout pour la question du recrutement. Je pense que d'aller chercher les jeunes
Et surtout, parfois, on veut cibler justement des jeunes qui ne s'inscriront pas naturellement. On veut aller faire, c'est pas par magie, comme Anne-Sophie disait, qu'on ouvre l'activité, puis soudainement, tous les jeunes qu'on souhaiterait voir s'y inscrivent. Donc, quand c'est un enseignant, bien, souvent, il y a déjà un lien qui est créé. Donc, on part avec une petite longueur d'avance dans le recrutement et ça permet ça. Mais je n'ai pas de données probantes, donc je n'ai pas vu ça passer. Moi non plus. Moi aussi, c'est plus dans les questions de comme ça. On a déjà fait des entrevues avec des adolescents, puis qu'est-ce qu'ils aimaient quand c'est un enseignant, c'est de voir dans son autre rôle, de voir que c'est un humain comme à part entière, pas juste un enseignant qui est très rigide. Bon, on ne va pas dire rigide en classe, mais quand même plus sur la discipline. Puis il ne va pas y aller d'anecdotes personnelles ou moins peut-être que dans un petit groupe où là, on l'apprend, on le voit chaque semaine. Donc, c'est sûr que là, il y a un lien qui est beaucoup plus intime qui peut se créer. Donc, dans les études, ils ne font pas la différence. Donc, c'est qui l'animateur? On va juste demander c'est quoi ta relation avec l'animateur. Donc, est-ce que tu as une relation de soutien? Est-ce que tu as l'intimité? Tout ça, mais on ne fait pas la différence entre c'est qui l'animateur. Est-ce que c'est un enseignant ou un adulte que tu ne connaissais pas avant? Merci Anne-Sophie. Adrien, est-ce que tu peux ajouter quelque chose? J'ai rien à ajouter de précis. Là. Comme Marie-Maude l'a dit, nous, c'est vraiment, on est plutôt dans le nombre de jeunes, des témoignages qu'on reçoit, puis l'importance que ça crée pour eux de retourner à l'école puis de s'assurer d'aller à l'école parce qu'ils veulent absolument être dans leur programme. Donc, c'est vraiment, là, nous, on est plus basé sur le témoignage que des données probantes. Mm-hmm. Oui, c'est un bon point à spécifier, mais je pense que je l'avais lu aussi dans une recherche, fait que c'est pas des données probantes issues de tout le domaine scientifique, mais qui mentionnait que quand c'est quelqu'un de l'école qui donne l'activité, il y a plus de chances que ça se transfère à l'école. C'est quand la personne codait, si c'est son prof de français qui donne l'activité de basket, par exemple, peut-être la personne va vouloir plus se forcer dans son cours de français s'il y a un bon lien. Ça peut être un facteur de motivation aussi, mais ça, c'est plus des observations que des données issues d'une méta-analyse, par exemple. Merci à vous. Puis là, désolée pour le petit ajout, c'est mon intérêt des activités parascolaires qui parle. Là, je pense qu'il y avait d'autres questions. Je crois que ça va être, c'est André qui va nous en poser une. Oui, alors, on l'a déjà abordé un peu, mais on va creuser peut-être davantage. Martin Dussault s'exprime ainsi. Je pense que la mesure gouvernementale nous aide à augmenter le nombre de participants aux activités et la diversité d'activités offertes. Cependant, je me questionne sur la qualité des intervenants. Comment pouvons-nous mieux les supporter et attirer les meilleurs éducateurs? Formation continue, salaire reconnu, on l'a abordé la question des salaires, là. Reconnaissance de leur rôle, bref, outre les salaires. Que pouvons-nous faire? Je peux me lancer. Je pense que ça passe par la valorisation puis la formation vraiment. Nous, on travaille beaucoup sur ça. On travaille beaucoup sur le leadership que peut créer ces jeunes-là auprès des enfants, auprès des jeunes. Donc, les jeunes universitaires, on travaille beaucoup sur le fait de leur faire lire des témoignages des années passées pour qu'ils puissent prendre conscience de l'importance de leur intervention. Ensuite, assurément sur le salaire, là, nous, on a pris une position sur le salaire, mais aussi sur la formation. Puis donc, l'esprit de groupe que ça peut créer, parce que comme on intervient dans énormément d'écoles, là, dans plus que 500 écoles, on a une grande diversité de jeunes étudiants universitaires. Donc, on les met ensemble souvent, on fait beaucoup d'activités pour qu'ils puissent se sentir valorisés, pour qu'ils puissent rentrer en contact un envers l'autre, pour qu'ils puissent se donner des trucs, pour qu'ils puissent se donner de la formation. Donc, on fait venir des formateurs aussi beaucoup au fil de l'année pour qu'ils puissent créer des aptitudes. Donc, on a même beaucoup de jeunes qui décident finalement de lâcher le génie, par exemple, pour aller en enseignement. Donc, c'est quand même intéressant de voir ça aussi parce que je pense qu'ils décident que c'est intéressant pour eux. Puis, on a aussi beaucoup de jeunes étudiants universitaires qui quittent Fusion Jeunesse à la fin de leurs études, qui s'en vont dans leur milieu d'emploi, puis qui reviennent vers nous pour devenir mentors. Donc, on le voit, là, il y a toute la chaîne des trois intervenants qui interviennent auprès du jeune. Nous, on réussit à l'évaluer aussi parce que les jeunes des étudiants universitaires reviennent vers nous. Donc, je pense que c'est la valorisation puis la question de la formation qui est très importante. Adrien, si je ne me trompe pas, à Fusion Jeunesse, il y a aussi beaucoup d'anciens participants qui deviennent pas mentors. Coordonnateurs. Oui, coordonnateurs, c'est ça. Ouais, c'est ça. Qui commencent à travailler à Fusion Jeunesse après avoir fait robotique ou une activité. Exact. C'est l'avantage d'avoir déjà 15 ans. Je pense qu'on a comme un cycle de jeunes qui réussit à passer chez nous puis qui deviennent des intervenants maintenant. Donc, c'est beau à voir ce bout-là. Là. On vient de faire une formation la fin de semaine dernière où on avait 250
étudiants universitaires qui étaient présents avec nous, tout ensemble, pour qu'on puisse se faire un esprit de groupe et tout. Là. Donc, on voit vraiment ce que ça crée comme force de leadership pour eux. Là. Merci. Anne-Sophie ou Marie-Maude, tu peux y aller sur les animateurs, les intervenants. Ben oui, je m'en allais ajouter, je vous ai présenté un petit peu brièvement les données de ce que les jeunes nous disent, mais dans ce même projet-là, on est vraiment allé voir ce que les intervenants du milieu scolaire nous disaient, qu'est-ce qui étaient les obstacles, qu'est-ce qui étaient les facteurs facilitants. Donc, vous l'aurez dans le dossier de presse si vous voulez aller lire plus dans le détail. Mais on voyait qu'ils étaient vraiment nombreux à ne pas se sentir soutenus par la commission scolaire ou le centre de service scolaire auquel. Donc, ça se passait vraiment très interne à l'école. Et je pense qu'il y a moyen d'aller chercher plus de soutien, entre autres avec les formations continues, mais de l'accompagnement aussi, de l'offrir. S'il y a quelqu'un qui lève la main que ça pourrait intéresser, mais pas trop sûr comment ça fonctionne, bien, est-ce qu'il peut y avoir un service de mentorat qui est mis en place pour accompagner ces gens-là, ces intervenants-là? Donc, je pense qu'il y a tout ce soutien-là aussi, cet accompagnement-là qui est à réfléchir et à s'assurer si on veut, premièrement, que l'expérience se passe, premièrement, recruter des intervenants, mais deuxièmement, que l'expérience se passe bien et qu'on a des chances qu'ils reviennent d'année en année. Donc, oui, la mesure, elle donne des sous, puis ça facilite la participation, mais effectivement, il y a un gros enjeu pour le recrutement d'intervenants. Des fois aussi, ça vaut la peine de voir, on parle du salaire, mais si on est dans les écoles et parfois il y a des enseignants ou d'autres membres du personnel qui veulent s'impliquer, bien, ce serait le fun que justement que cette vision d'école-là fasse qu'on le valorise et qu'on reconnaisse cette implication-là. Parce que des fois, les enseignants vont faire reconnaître dans leurs tâches, tout simplement, au lieu de surveiller la bibliothèque, par exemple, bien, ils vont faire une activité quelconque avec les élèves. Mais souvent, ce qu'on voit dans les milieux, c'est que ce n'est pas du 1 pour 1, c'est-à-dire que tu n'es pas reconnu tout le temps que tu investis réellement là-dedans. Et ce serait peut-être déjà un premier pas dans la bonne direction de dire, bien, maintenant, on est en mesure de le reconnaître, ce temps-là au complet. Donc, ça va inciter davantage les enseignants, les gens, que ce soit les surveillants d'élèves, d'autres intervenants dans l'école, peu importe, à s'impliquer quand l'horaire le permet, bien sûr. Mais donc, il y a tous ces petits détails-là aussi qui font en sorte qu'on participe parce que les enseignants de façon générale, quand ils s'impliquaient, peu importe le parascolaire qu'ils offraient, ils trouvaient qu'ils étaient gagnants de un dans le lien avec les élèves, comme ça a déjà été mentionné, c'est-à-dire qu'on n'est pas habitué de voir l'enseignant dans cette posture-là. Et ça fait en sorte que dans les cours, après, ces élèves-là qui connaissent l'enseignant sous un autre rôle deviennent un peu des alliés dans la classe aussi, dans la gestion de classe, dans l'ambiance de groupe. Et ça, c'est gagnant dans l'enseignement aussi. Donc, c'est d'aller chercher les personnes pour s'impliquer, bien, partage une passion autre que ta matière scolaire, ou à la limite, ça peut être une extension de ça, un club de lecture, un club d'écriture, peu importe. Bref, mais d'aller reconnaître l'ensemble du travail qui est fait, et de le valoriser et d'avoir le soutien, l'accompagnement pour des gens qui voudraient s'impliquer pour une première fois et même tout au long de leur implication. Merci Marie-Maude. Est-ce qu'Anne-Sophie, tu voulais ajouter quelque chose à ce sujet? Non, c'était assez complet, mais je pense aussi qu'au-delà du salaire, qui peut être une motivation plus extrinsèque, il y a tout le fait de se sentir compétent, puis le fait de se sentir autonome là-dedans, dans le rôle d'animateur d'activité parascolaire, d'être accompagné. Ça peut aussi venir les motiver là, à s'impliquer, puis aussi à... je pense que il faut que les conditions soient en place, donc salaire, dégagement, tout ça. Mais après ça, il faut comme une petite étape de plus où on essaye vraiment de les faire sentir compétents puis importants là, dans la communauté scolaire ou dans les organismes dans lesquels ils évoluent. Puis Marie-Maude soulignait aussi l'importance de l'accompagnement, puis des fois du soutien pédagogique ou du soutien en intervention parce que c'est pas parce que tu es coach de basket ou tu es bon tu fais un meilleur club de lecture que la gestion des comportements, ça va être quelque chose que tu vas avoir facilement. Là. Fait que cette notion-là aussi est importante, au-delà du salaire, d'offrir un accompagnement de près là, de ces personnes. Je vous remercie beaucoup. Là, je vois qu'il est presque 10h30. En fait, il me reste 2 minutes. C'est tout le temps qu'on avait. Je vous remercie beaucoup. Je vais commencer par remercier chaleureusement nos conférencières et notre conférencier. Vraiment, c'est un contenu de qualité que vous nous avez offert là, puis qui guide vers des actions. Vraiment, on vous remercie de votre présence. Maintenant, je remercie aussi les participants, ceux aussi qui ont posé des questions, que ce soit à l'intérieur du Q&A qu'on a fait à la fin du webinaire ou dans le formulaire d'inscription. Il y a plusieurs questions qui avaient été mentionnées qu'on vous les demandait. Ça nous aide à nourrir le webinaire, fait que c'est toujours aidant de les avoir. Comme j'ai mentionné en début de webinaire, on va vous envoyer le lien de diffusion, les présentations des participantes. Puis, on va aussi vous envoyer un formulaire d'évaluation
pour pouvoir s'améliorer. Donc, on vous invite à répondre à ce formulaire-là. Finalement, si ce n'est pas déjà fait, de vous inscrire à la liste de diffusion pour être au courant des prochaines activités de Réseau Réussite Montréal. Puis là-dessus, je vous souhaite une excellente journée sous un soleil bleu, il paraît aujourd'hui, du moins à Montréal. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle journée. Merci.